Puissantes et puissants, bienvenue dans cette nouvelle saison de Puissance Park pour cet épisode très particulier. Vous le remarquez, on l'a enregistré en anglais et on se redouble en français. Vous savez donc ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement aujourd'hui on va avoir un invité un peu spécial. Pourquoi ? Parce que c'est le 150e épisode de Puissance Park. Ça fait 5 ans qu'on a lancé cette petite aventure avec l'équipe et franchement on est toujours ravis de pouvoir la faire avec vous. Alors juste un truc, vu qu'on parle en anglais dans cet épisode, si vous voulez vous marrer, écoutez la version originale avec nos accents, c'est sympa. Je suis avec Valentin aujourd'hui. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Et aujourd'hui, on a fait le trajet jusqu'au Liechtenstein. Il y a eu de la route pour le coup, pour le 150e. Et on vient rencontrer Lucas Spildiner dans son bureau. Bonjour Lucas. Bonjour à vous, content que vous soyez là. Merci d'être venu ici. Lucas, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Quel est votre rôle au sein de l'entreprise ? Comment ça a commencé ? Entreprise qui a été fondée par votre famille. Bien sûr, je suis Lucas Spildiner. Je fais partie de la 3e génération de la famille propriétaire de Intamin Amusement Rides. Je suis au sein de cette entreprise depuis environ 5 ans et je suis de plus en plus en responsabilité des aspects commerciaux et business ici, c'est-à-dire les ventes, le marketing, les ressources humaines et ce genre de choses. Mon frère, lui, s'occupe de plus en plus des aspects liés à l'ingénierie, la technique et au développement des produits. Mon père, lui, est le président de tout le groupe. Alors on a une petite tradition dans ce podcast pour en savoir un peu plus sur notre invité, sur son rapport un petit peu au parc à thème et à cette industrie. Et de l'industrie des parcs, votre perspective sur cette industrie, mais plutôt du point de vue du fun et du loisir. Donc, quel est pour vous le parc dans lequel vous êtes allé souvent quand vous étiez petit, vous avez grandi, avec lequel vous êtes attaché à l'industrie ? Donc, est-ce que vous avez un home park ? Ma mère est américaine, donc chaque année nous visitions la Californie en famille avec mon frère et parfois mon père, et c'était très particulier pour moi, car nous allions toujours visiter un parc d'attractions à ce moment de l'année. Donc chaque année quand j'étais enfant, chaque visite était combinée avec un passage dans un parc. Et étant donné qu'on était en Californie, il y avait du choix. Nous allions souvent soit à Six Flags Magic Mountain ou Knott's Berry Farm et Disney bien sûr, mais pour moi, si je devais choisir un home park, ça se jouerait entre Knott's et Six Flags Magic Mountain. Et comme Six Flags avait déjà plein d'attractions top quand j'étais enfant, c'était fantastique. Je me rappelle que j'enchaînais les tours de manège. Du coup, c'est un petit peu lui mon home park, je dirais. D'accord. C'est assez amusant parce que c'est dans ce parc Six Flags-là qu'il y a certains coasters qui avaient été construits par Giovanola, qui fait partie des origines d'Intamin et de son histoire. Ils détiennent encore le record du nombre de montagnes russes dans un parc, mais je ne suis pas sûr, faut peut-être vérifier cette information. Pour être précis, on va dire que ça se joue entre Six Flags Magic Mountain et Cedar Point. Cedar Point, oui. Ok, alors du coup, deuxième petite question. Quel est votre type de ride préféré ? Ça peut être n'importe quoi, hein, un coaster. Je vais vous donner une réponse simple et vous vous y attendez probablement. Mais de mon point de vue, c'est les montagnes russes à propulsion qui sont le nec plus ultra. Je veux dire, c'est juste top, oui. Et pour être honnête, les montagnes russes à lancement hydraulique sont toujours exceptionnelles. Complètement d'accord. Le lancement d'un système hydraulique est juste toujours sans égal à l'heure actuelle. De nos jours, il y a beaucoup de superbes montagnes russes avec la technologie LSM aussi, mais c'est super difficile de n'en choisir qu'une. Mais d'un point de vue expérience visiteur, Hagrid's a toujours pour moi une place spéciale dans mon cœur, parce que toute l'expérience est juste vraiment incroyable. Effectivement, c'est vraiment une attraction complète avec beaucoup d'éléments. Et pour toute la thématisation et toute l'expérience, c'est juste fantastique. Mais il y a aussi Toutatis au parc Astérix, et Batman en Espagne, et toutes les plus récentes, plus dynamiques, qui ont vraiment un peu de punch. Oui, en Espagne, à Parc et Warner. Exactement. Ces deux-là, je pense qu'elles sont vraiment en haut de ma liste. Oui, alors à titre personnel, j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de tester Hagrid à Universal, mais par contre, de ce que j'en ai vu sur les vidéos on-ride qu'il y a sur YouTube, etc., il a une sacrée refaisabilité avec les éclairages la nuit, etc. Je veux dire, si vous avez 3 heures devant vous à chaque fois pour refaire la queue, alors c'est absolument refaisable. Le soir, c'est plutôt calme. C'est un peu mieux, mais quand même. Oui. Nous sommes très fiers d'avoir livré une attraction qui a déjà environ 3 heures d'attente dès l'ouverture du parc à 9 heures du matin, mais c'est pour tout le monde, et c'est fantastique. C'est la même chose à Parc et Warner avec Batman. Vous l'avez fait ? C'est bien. Je l'ai fait, j'ai fait Batman, j'ai fait Hagrid, donc j'ai quasiment testé toutes vos dernières créations. Oui, c'est un peu notre spécialiste montagne russe pour le coup. Bien, une sur les deux. Super, alors du coup, la prochaine question peut-être ? Oui, alors existe-t-il un type d'attraction que vous n'aimez pas ? Comme par exemple les flat rides rotatifs ou les dark rides qui sont peut-être trop calmes pour vous ?
C'est une bonne question, oui. Pour être honnête, les montagnes russes volantes ne sont pas mes préférées, à cause de cette sensation de pression que je ressens parfois sur le torse, et puis j'ai toujours un peu mal au cou parce qu'on est constamment en train de regarder le circuit. Oui, il faut reconnaître que c'est parfois inconfortable. D'autres attractions du même style, pour moi c'est un peu long parfois. Et même les anciens modèles de B&M, entre autres, j'ai vraiment l'impression d'avoir mal au cou quand je descends de ces attractions. Mais c'est juste mon avis personnel, bien sûr. Il y a ça et aussi tout ce qui tourne très vite sur soi-même, sur une très courte durée. Pareil pour moi. Oui. Quand la rotation est trop libre et incontrôlée, alors c'est pas mon type d'attraction, mais tout le reste, j'adore. J'adore les tours de chute, ce genre de choses. J'adore. Vous travaillez au bon endroit. Absolument. Apparemment, oui, Dieu merci, c'est clair. Oui, puis vu votre catalogue produit, apparemment, oui, vous êtes à la bonne place. Oui, dur de donner une autre réponse. C'est vraiment la seule possible pour moi. Alors, à propos de ça, est-ce qu'il y a un ride ou un type de ride universellement reconnu comme étant pas nécessairement terrible, mais que vous appréciez bien, un plaisir coupable, quoi? Quelque chose un peu dans cet esprit-là. Vous pouvez choisir une attraction existante et la nommer, si vous en avez une. Celle qui me vient à l'esprit, mais je ne suis pas sûr que ce soit une attraction que certains désapprouvent. Mais X2 à Six Flags Magic Mountain. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancien, celui Oui, de oui, Arrow. c'est vrai que c'est un peu fou. C'est vraiment une expérience totalement déroutante sur plein d'aspects. Elle vous désoriente avec les effets de feu et tout ce genre de choses. Mais je pense qu'il a une place spéciale dans mon cœur parce que c'était l'attraction qui m'a vraiment fait aimer les montagnes russes. Parce qu'après l'avoir fait, je me demandais comment ont-ils fait ça. Mais je sais que pour certains... La première Oui, chute, désolé, la oui. tête, la première, Oui, vous descendez en qui arrière enchaîne sur avec ce des truc. rotations, quelle machine infernale. La version qui a de l'audio embarqué, du coup? Oui, c'est bien X2. Ouais. Vous avez fait X2 ou sa première itération? C'est-à-dire le rose et jaune ou le noir et rouge? Le rouge et blanc. Donc X2. Oui, Ok. X2, oui. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet de cette interview et commencer à parler un peu de l'historique aussi d'Intamin, en tant que petit-fils d'un des fondateurs, quel a été votre premier souvenir en rapport avec l'entreprise, personnellement? Donc, je pense que l'un de mes premiers souvenirs est ma visite à Legoland, si mes souvenirs sont bons, car on avait installé une attraction dans ce parc. Je crois que c'était la tour d'observation qu'on avait construit. Et comme seuls les fournisseurs et partenaires pouvaient accéder, nous avions ainsi cet accès privilégié au parc. C'était incroyable pour un enfant. On pouvait courir absolument partout et tout était gratuit. Mais l'autre chose de mon enfance dont je me rappelle bien, je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais l'entreprise développait un nouveau type de siège et de système de retenue. Mon père m'avait demandé de venir au bureau. Puis ils m'ont mis dans le siège, abaissé la barre de sécurité, puis commencé à me faire tourner dans tous les sens pour tester un peu l'ergonomie, les fonctions. Donc ils vous ont harnaché, vous avez servi de cobaye. Vous avez prévenu avant de faire ça ou... J'avais un peu peur au début, mais après j'ai trouvé ça tellement bien, super amusant, je voulais juste le refaire. Donc c'est en quelque sorte l'un des premiers souvenirs dont je me rappelle, c'était à Vollero en Suisse où nous avions le bureau, le tout premier bureau de l'entreprise. Et quel a été votre parcours avant de rejoindre l'entreprise familiale? J'ai étudié en ingénierie mécanique à l'ETH de Zurich, tout comme mon père et mon frère, donc c'est en quelque sorte un truc de famille. J'ai donc obtenu mon diplôme d'ingénieur méca, puis j'ai continué avec un master en gestion de l'innovation, une sorte de MBA qui était davantage axé sur le côté commercial avec une spécialisation sur la gestion et le business. Et après cela, j'ai décidé de suivre un peu ma propre voie et j'ai rejoint une entreprise appelée Hilti, qui conçoit et vend des outils de construction, la Société Rouge du Liechtenstein. J'ai suivi un programme de stage en management et j'ai aussi été vendeur là-bas pendant un certain temps, prenant la voiture pour vendre des perceuses et d'autres outils du même style. C'était vraiment très intéressant et ça m'a aidé en complétant mon profil professionnel du point de vue technique, mais aussi sur le plan commercial. Et après 3 ou 4 ans chez eux, mon père a commencé à me demander si je voulais les rejoindre et j'ai réalisé que c'était le moment, que j'étais prêt. Et j'étais super intéressé à l'idée d'entrer dans cette industrie et rejoindre l'entreprise familiale. Alors c'est ce que j'ai fini par faire et puis oui, vous connaissez la suite. J'ai progressé petit à petit au sein de l'entreprise et j'en apprends encore tous les jours par-ci par-là. Je suis heureux d'avoir toutes ces personnes autour de moi qui font marcher tout ça.
Oui, ainsi vous aviez donc du coup un aperçu de comment marchait le business en dehors de l'entreprise familiale. Exactement. Sans compter qu'en plus, Hilti, donc, qui fabrique des outils bien sûr, mais dans le panel d'outils qu'il propose, il y a aussi des outils beaucoup plus poussés, électroniques, complexes, assez innovants. Tout à fait, oui. Du coup, ce n'est pas si éloigné que ça, en fait, de machines industrielles, et comme les tractions ou ce genre de choses derrière. Oui. Et donc, du coup, vous êtes revenu par la suite avec ce que vous aviez appris, et vous avez repris un peu la partie business de l'entreprise. Exactement. Pour moi, il était très important d'avoir un point de vue extérieur avant d'entrer dans l'entreprise familiale, sinon une fois que vous êtes dedans, il est presque impossible d'en sortir. Je voulais entrer ici en étant sûr à 100% que je voulais faire ça maintenant. Alors je suis content d'être ici. Ok, super. Eh bien, maintenant, parlons peut-être un peu plus de l'entreprise en elle-même. La signification d'Intamin, c'est International Amusement Installations. Donc ça, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient déjà entendu le nom de la boîte, mais qui ne savaient pas à quoi ça correspond pour le coup. Qu'est-ce qui a mené les trois fondateurs, c'est-à-dire votre grand-père, son frère, si je ne me trompe pas, ainsi qu'un ami de la famille, certainement, Alphonse, qu'est-ce qui les a menés à créer l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc Intamin, en 1967? Oui, fondé en 1967, tout à fait. Il faut dire qu'ils avaient une vraie âme d'entrepreneurs et d'inventeurs passionnés. Donc, avant même de commencer ici, ils travaillaient chez Bühler, qui fabriquait des ascenseurs, ainsi que des téléphériques et ce genre de systèmes et dispositifs. D'accord. Donc des transports, pour résumer. Exactement, oui. Ils développaient déjà des choses à l'époque. Il y avait un prototype de fixation de ski qu'ils avaient imaginé et conçu. Je l'ai dans le bureau là-bas. C'était dans leur ADN de découvrir de nouvelles choses, d'inventer et d'être entrepreneur. Et puis mettre des gens dessus aussi, oui. Essayer des choses avec des gens. Oui, oui. Et donc, après une demande auprès de Bühler qui est venu des États-Unis, ils ont acquis beaucoup de connaissances dans cette industrie, dans les systèmes de sécurité, comment rendre les choses sûres, créer des systèmes de transport de personnes, etc. Et un jour, une demande de conception d'une tour d'observation est venue des États-Unis. C'était pour Six Flags Over Texas. Oui, donc le tout premier parc Six Flags. Oui, l'entreprise ne voulait rien en faire initialement car les fondateurs ne parlaient pas anglais. Mais après réflexion, ils se sont dit que ça semblait être une industrie intéressante et une belle opportunité. Alors ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont loué un appartement à Berne, fait des croquis à la main et ont créé la tour d'observation. Oil Derrick, c'était son nom à l'époque. Ah, celle-là? Oil Derrick, oui. Ah, c'est une construction Intamin, donc. Elle fonctionne toujours aujourd'hui. C'était le premier projet qu'ils ont fait. Ils l'ont dessiné et signé sur un papier. Et à partir de là, ils ont grandi avec Six Flags. Et Six Flags demandait « Pouvez-vous essayer ceci? Pouvez-vous essayer cela ?» Et comme c'était dans leur ADN, ils n'ont jamais dit non. Incroyable. Alors nous avons créé des montagnes russes, des tours d'observation, de chutes libres, etc. C'est là que tout a commencé. Ok, oui. Et du coup, vous avez commencé déjà à donner quelques-uns des points clés de l'histoire de l'entreprise. Oui, car vous avez dans votre catalogue un bon nombre des attractions les plus innovantes du moment. Quelles ont donc été les étapes les plus importantes au cours de l'évolution et de la croissance d'Intamin? Est-ce que par exemple ce sont les rafts et les rapides, les tours de chute libre, le launch hydraulique ou le launch LSM? Donc quelles sont-elles de votre point de vue? L'une des premières inventions, innovations que l'on ait amenées sur le marché était les rivières de rapide. Comme vous le savez, nous avons été pionniers sur ce type d'attraction. Nous avons été les premiers à proposer ceci sur le marché. C'était à la fin des années 70, je pense, 79. Puis la prochaine grande étape était dans les années 80, avec les tours de chute libre modernes. Mais ces tours, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'une de nos plus anciennes, oui, bien celle sûr. où vous descendez le long du rail courbé. Ah oui, j'ai fait celle à Movieland Italie. Ok, oui, je pense que c'en est Et une. aussi Demon Drop à... Est-ce que c'était Kings Island? Ah non, c'est Dorney Park. Oui, j'ai pu tester celle de Nagashima Spaland au Japon, où ils en ont une aussi, et elle aussi est toujours opérationnelle aujourd'hui. Donc c'était une des évolutions. Et puis cela a conduit dans les années 90 aux tours de chute géantes, et surtout à la technologie de freinage magnétique, où là encore nous avons été pionniers. Comme les gyrodrops. Exactement, oui. Et pouvoir freiner magnétiquement sans friction permet de diminuer énormément les besoins en maintenance tout en restant sûr. C'était vraiment un grand pas en avant. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais Bien du sûr. coup, cette innovation de votre part, c'est ce qui vous a permis de faire la première tour de chute verticale
Ou c'était une combinaison d'autres choses? Parce que, comme vous l'avez dit au préalable, effectivement, les anciennes versions Oui. prenaient une certaine surface au sol. Donc, est-ce que c'est ça qui l'a permis? Cette première tour de chute avec cette forme courbée sur laquelle vous descendiez, c'était la première vraie attraction de chute libre moderne. Il n'y avait pas de câble qui tire la cabine vers le bas et vers le haut comme d'autres faisaient à cette époque. Mais le freinage magnétique nous a permis d'aller plus haut et de descendre verticalement sans friction, donc avec beaucoup moins d'usure et de maintenance. Et sans être enfermé dans une cage de métal, je suppose. Exactement. Oui, ajouter à cela la sécurité des freins magnétiques qui fonctionnent toujours, vu qu'ils n'ont pas besoin d'alimentation pour fonctionner. Exactement, c'était l'objectif. C'est ce qui était attrayant pour les parcs car ils avaient de grosses exigences de sécurité et c'est l'un des systèmes les plus sûrs pour une tour de chute. Il vaut mieux freiner le véhicule quand il arrive en bas, sinon on a un problème. Donc ça, c'était la tour de chute géante, puis un énorme jalon a été franchi dans les années 2000 quand on nous a demandé d'aller plus vite, plus haut avec la technologie de lancement hydraulique. C'était un grand pas en avant. Qu'on retrouvait sur Top Thread Dragster notamment. Cela a nécessité beaucoup de recherche et développement de tests, mais nous avons été les premiers à le commercialiser et à atteindre des vitesses que personne n'imaginait à l'époque. Ouais, avec ce vrai coup de fouet Exactement. au lancement. Ouais, Et c'est juste fantastique dément. cette sensation. Et surtout unique. Comme un élastique tendu, toute cette énergie accumulée, libérée pour vous accélérer partant de zéro. C'est une sensation à la fois jouissive et insoutenable. Exactement, oui. Et après l'hydraulique, les travaux ont été orientés vers les moteurs linéaires. Donc d'abord très brièvement les moteurs LIM, puis nous avons très rapidement basculé vers les systèmes de type LSM. Nous étions parmi les premiers à proposer des attractions de ce type. Avec Maverick, mais aussi avec d'autres comme High Speed et Cheetah Hunt par exemple, ce type de montagne russe. C'était bien sûr un grand pas en avant et un grand jalon a été également franchi avec Taron en fait, car Taron incarnait la future génération d'attractions LSM. C'est devenu le modèle de référence de ce type de montagne Le russe. Blitz Coaster, oui. Exactement. Et cela a conduit à une augmentation des demandes de ce type. Et vous le savez aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu notre produit phare. Avec les sièges surélevés, un système de retenue où le haut du corps reste libre et un circuit qui est juste génial. J'ai oublié de mentionner, mais c'est aussi l'une de mes montagnes russes préférées. Je peux faire et refaire cette attraction en boucle. Et ça, c'était avant même d'ajouter la thématisation. Exactement. Parce que le coaster en lui-même est déjà incroyable, c'est vraiment une merveille bien conçue. D'ailleurs, de nos jours, il est c'est toujours vraiment très une bien super bonne positionné expérience, dans oui. les classements des fans de coaster. Donc vous rajoutez la thématisation et ça crée une expérience inoubliable lorsqu'on le fait pour la première fois. Ouais, pour une expérience comme Taron qui est vraiment basée sur la vitesse. Exactement. Avoir toute cette déco qui défile si proche, ça renforce vraiment cette impression, ouais. Et c'était une excellente collaboration. Cela nous a fait avancer, et je pense que Fantasyland aussi. C'est toujours l'une de leurs attractions les plus populaires dans le parc aujourd'hui. Donc voilà les principales grandes étapes à mon sens, et de nos jours, nous avons développé des montagnes russes à lancement vertical avec LSM. C'est aussi un peu la prochaine étape vers laquelle nous nous dirigeons. J'ai fait The Storm à proximité de Dubaï. Tu l'as fait? D'accord, je ne l'ai pas encore essayé. Et? Oui, c'était sympa. Plutôt amusant? D'accord. Alors oui, parce qu'il y a énormément de trim brakes, donc beaucoup de freins au long du parcours à cause de la structure très particulière, donc je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est pas trop mon type de coaster. Je préfère quand ça bouge un peu plus, comme Taron ou Batman à Park Warner. Oui. Pour moi aussi. Mais on a été très contraints par le bâtiment lui-même, donc c'était un peu... Car on ne peut pas exercer n'importe quel type de force sur des structures pareilles. Ici, on est dans un énorme cylindre. Oui, tout à fait. C'est une structure assez complexe avec pas mal de contraintes. Exactement. Ok, alors si maintenant on remonte un peu le temps, vous nous avez parlé pas mal des innovations mises en place par l'entreprise à travers toutes ces années. Quelles sont les contraintes auxquelles vous avez dû faire face? C'est-à-dire, quels sont les challenges que vous avez pu dépasser pour mettre en place certaines de ces innovations? Par exemple, on a parlé des launches hydrauliques tout à l'heure, ça a dû être un sacré challenge d'ingénierie. C'est une très bonne question, oui. C'était l'un des... Je veux dire, je ne le sais que parce que j'en ai entendu et un peu par mon père et ce qu'il en disait, mais c'était vraiment fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la salle des machines hydrauliques pour ces montagnes russes. Alors, j'en ai déjà vu sur certaines chaînes spécialisées. Oui, sur certains documentaires, oui. Oui. Mais jamais en personne. Donc je ne sais pas si vous savez, mais l'idée d'origine a été de prendre exemple sur ce qu'il y a sur les porte-avions, parce qu'ils doivent faire accélérer ces avions sur de très courtes distances, pour décoller. Donc c'était l'inspiration pour ces lancements hydrauliques.
Et les phases de test pour ça étaient vraiment insensées. Nous avions construit un prototype en Allemagne avec le catch car, le chariot attaché au système qui en accélérant pousse le train par le dessous. Ils ont testé ça. Je me souviens d'histoires de ce système beaucoup trop puissant et réussissant à catapulter ce chariot de test dans la forêt plus loin. Bien sûr, il n'y avait personne à bord. C'était juste un test uniquement avec la catch car. Et est-ce que vous avez des archives vidéo de ça? Non, non. Oh, C'était quel juste la dommage. catch car, le chariot en dessous. Il n'y a pas de siège ou quoi que ce soit. Oui. C'était uniquement pour tester le système. Cela illustre bien toute la puissance que vous accumulez avec ces machines. C'est juste fou. Et puis fiabiliser ça dans la vraie vie et finir par avoir réellement des sièges de montagnes russes dessus. Le fait est que quand vous commencez à repousser les limites ainsi, vous ressentez des effets inimaginables. Et nous avons vécu cela tout au long de notre histoire. Même avec, par exemple, Red Force et les montagnes russes LSM. Quand vous poussez le système à ses limites, au maximum de ses capacités, vous commencez à ressentir des vibrations, à dissiper de la chaleur, toutes sortes de choses que vous ne pouvez pas réellement calculer au préalable. Et des effets inimaginables se produisent, mais ce sont des choses que nous avons toujours su surmonter. Et je pense que nous sommes très fiers d'être toujours là et de pouvoir nous engager corps et âme dans ces projets pour les mener jusqu'au bout. Mais il y a toujours beaucoup de défis. Je veux dire, mon père pourrait probablement écrire un livre entier sur les défis que nous avons dû relever pour faire fonctionner ces machines complexes. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelles sont les évolutions des attentes des visiteurs ainsi que de vos clients? Ce n'est pas une question facile car c'est une définition assez large en réalité. Non, pas du tout. Oui. Mais je pense qu'il y a une grosse tendance à ce que l'on voit de plus en plus de ces expériences immersives dans les parcs ou ailleurs. C'est quelque chose que nous avons vu ces dernières années, et cela continue, et ça commence dès l'entrée des visiteurs sur le parc, être immergés dans ces histoires, voyant les montagnes russes, l'attraction devant eux, la thématisation et tout ce genre de choses. Mais on constate aussi que les visiteurs deviennent beaucoup plus sélectifs quant aux dépenses qu'ils vont faire, vu la grande diversité d'activités qui existent désormais. De nos jours, c'est vraiment fou. De nombreux parcs d'attractions ont tendance aujourd'hui à thématiser leur attraction beaucoup Exactement. plus qu'avant parce que les visiteurs le demandent. Oui, et on voit de plus en plus de petits acteurs, de petits parcs d'attractions qui viennent à implémenter une thématisation au même titre qu'ils ont une attraction phare qui attire les gens dans le parc pour pouvoir y passer du temps et découvrir un peu les expériences que le parc peut proposer. Exactement, et ce vers quoi la tendance semble se diriger car les parcs doivent équilibrer les coûts de ces investissements avec les résultats qu'ils en tirent et donc la valeur qu'ils génèrent pour les clients, vu que les gens deviennent plus sélectifs quant à leurs dépenses car tout devient plus cher. Et si vous mettez un tel niveau de prix pour quelque chose comme ça, alors les gens n'iront plus et préféreront se tourner vers des parcs plus petits qui investissent aussi dans de superbes attractions et ont une magnifique thématisation. Et Mauka en est un exemple, avec un parc plus petit, bien thématisé et où vous pouvez vivre une excellente expérience avec vos enfants. Il y a une sorte d'évolution du marché depuis la crise du Covid surtout, et les parcs d'attractions sont en train de changer en profondeur. Ils mettent plus l'accent sur l'expérience des visiteurs, laissent moins de gens entrer dans le parc et augmentent la qualité de leur nourriture et de leurs boissons, de ces choses annexes parce que c'est l'expérience complète qui compte maintenant et les gens ne viendront plus si vous n'avez pas une bonne offre de restauration ou si vous faites la queue la moitié de la journée. Et de votre point de vue, est-ce que vous avez été témoin du changement de l'intégration des attractions, c'est-à-dire qu'on est passé quand même de coasters posés sur des parkings à des attractions vraiment bien intégrées dans des éléments thématiques impressionnants? D'ailleurs, cela concerne les grands parcs comme les plus modestes. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez observé le phénomène et est-ce que vous appréciez ce changement? Absolument, car je pense qu'au début des années 2000, on était en pleine guerre des montagnes russes qui peut aller plus haut, plus vite que les concurrents, tout ça, mais au final, vous mettiez des budgets énormes là-dedans. Vous investissiez dans l'intérêt commercial d'aller vite, d'aller haut, et la thématisation autour n'avait que peu d'importance. Vous aviez juste un parking vide, comme vous l'avez dit, vous installez la montagne russe là et les gens viendront. Oui, à cette époque, on vendait plutôt un chiffre, une hauteur, une vitesse. Exactement. Pas vraiment une expérience au sens où on l'entend Oui, aujourd'hui. c'est ça. Et cette tendance a changé radicalement maintenant que les parcs investissent plus dans leurs projets, surtout avec les montagnes russes à lancement, tous ces types d'attractions. Vous pouvez faire beaucoup plus dans une zone plus petite avec un budget peut-être moins limité et investir cet argent dans l'expérience, dans le cadre, dans la thématisation.
Et nous suivons cette tendance avec beaucoup, voire la plupart de nos montagnes russes, où nous avons pu mettre de la théma. Je pense que c'est magnifique et que ça en vaut la peine pour le visiteur. Et parfois, quand on est limité en termes de budget, mais aussi en termes de surface, ça permet aussi de développer la créativité. Exactement, exactement. Fantasyland est d'ailleurs un parfait exemple de ce cas de figure. Oui, c'est l'exemple parfait. Pouvoir mettre tout cela dans un espace si restreint, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est ce qui vous force à innover d'une certaine façon. Et justement, la transition est toute trouvée pour parler un peu des innovations aujourd'hui chez Intamin. Qu'est-ce qui, à votre avis, rend les propositions d'Intamin uniques par rapport à la concurrence? Quels sont les points qui vous différencient des autres constructeurs, par exemple? Je pense que la première et l'une des plus importantes est notre capacité à innover. Cela a toujours fait partie de nous, de notre ADN, les innovations techniques que nous apportons au marché, les nouveaux types d'attractions. Nous disons très rarement non à une idée audacieuse venant d'un client. Nous sommes toujours prêts à essayer de la mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre, tant que ça reste totalement sûr et que c'est bien réalisable du point de vue de l'ingénierie technique. D'autres essaient de faire cela aussi, mais ce qui nous différencie, c'est que nous allons jusqu'au bout. On n'abandonne jamais ces projets. Nous le faisons pour voir les sourires sur les visages des gens, nous ne quittons jamais un projet. Et vous voyez beaucoup d'entreprises, de nos jours, essayer de repousser les limites, mais ensuite devoir abandonner sur un point particulier et simplement partir parce qu'ils ne peuvent pas supporter les coûts ou n'ont pas l'endurance nécessaire. Cela a toujours été dans notre ADN. D'ailleurs, la couleur bleue du logo de l'entreprise représente la confiance. C'est de là que ça vient. Il est important pour nous de maintenir cette confiance des clients lorsque nous nous engageons sur des projets à livrer et rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. L'autre chose importante, bien sûr, est notre réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons pour garantir que les normes de qualité sont respectées et que nous puissions bien les contrôler. Nous avons de nombreux partenaires avec lesquels nous travaillons étroitement. Certains font partie entièrement ou partiellement de notre groupe ou sont simplement des relations de longue durée. Nous pouvons nous assurer non seulement de terminer les projets grâce à ce réseau, mais aussi que la qualité livrée est conforme à nos standards, ce que l'on attend. Nous avons le contrôle sur cela, c'est très important pour nous et c'est un grand différenciateur par rapport aux autres concurrents qui doivent faire appel à des entreprises tierces et puis devoir attendre que le travail soit fait. C'est la grande différence que nous avons aussi. Alors je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est ce que vous avez fait avec l'entreprise qui fabrique les LSM que vous utilisez, InDrive Tech. InDrive Tech, effectivement. J'ai cru comprendre que InDrive Tech était très très proche d'Intamin, pour le coup. Vraiment très proche. Et du coup, c'est une entreprise à part que vous avez intégrée ou vous l'avez fondée comme étant une spin-off Non, c'était une entreprise distincte et maintenant nous avons une relation très très étroite avec eux. Oui, justement, sur Taron, on en parlait, la vidéo on-ride qui a été publiée par Fantasyland, avec la caméra qui est placée juste au-dessus du rail. Quand on arrive sur les LSM, on arrive même à voir l'étiquette sur les stators et la marque et le numéro de modèle. InDrive Tech. Mais c'est l'une des choses que nous avons décidé de développer en interne au lieu de faire appel à un fournisseur tiers et de concevoir un système qui a les plus fortes accélérations du marché, qui a un refroidissement par eau que personne d'autre ne propose et d'autres fonctions que nous proposons avec nos partenaires, alors que d'autres devraient mettre ça au point avant de le commercialiser. Nous pouvons dire « Eh les gars, faisons ça comme ça » et eux le réalisent. Oui, d'ailleurs, j'espère qu'ils ont déposé un droit d'exclusivité du son de Formule 1 du second launch de Taron parce que tout le monde l'adore, pour être honnête. Oui, c'est vrai, oui. Personne ne sait d'où ça vient, mais on l'apprécie quand même, c'est clair. C'est un ingrédient de la recette magique. Oui. Donc, je suppose que c'est secret, donc on en parlera en off plus tard. Et enfin, je pense aussi à la réputation que vous connaissez, que nous avons construite au fil des ans. C'est une énorme valeur qui nous différencie de beaucoup de nos concurrents. Comme nous, les clients savent que si vous mettez une de nos attractions dans votre parc, vous allez augmenter probablement l'affluence du parc de manière significative. Ils ont confiance en cela, en notre nom, en notre marque, et nous sommes très, très fiers d'en être arrivés à ce point. Intamin est connu pour être une entreprise innovante, comme on l'a déjà souligné, mais parfois il arrive qu'il y ait quelques problématiques imprévues avec certaines installations. C'est, je suppose, le prix à payer parfois quand on veut réinventer l'industrie. À quoi doit-on ces complications et quelles solutions sont mises en place pour les corriger? Et enfin, quelles sont les conséquences de ces solutions sur le design et la gestion des projets concernés?
Donc généralement, comme vous l'avez dit, quand vous repoussez les limites et essayez de proposer de nouvelles technologies et attractions innovantes sur le marché, c'est très souvent accompagné de problèmes de jeunesse. Donc, en soi, vous expérimentez de nouveaux effets et il faut donc tester cela. Si nous avions un temps illimité pour effectuer tous ces tests, alors bien sûr, la fiabilité de l'attraction serait toujours garantie. C'est pas si facile. Mais ce n'est pas si facile et les parcs ont généralement peu de temps. Ouais. Leur investissement est planifié et ils ne peuvent pas attendre 3-4 ans avant d'ouvrir leur nouveauté. Ils veulent bien sûr la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais. Et beaucoup de ces choses viennent de là, car nous repoussons les limites et automatiquement on s'expose à cela. Bien sûr. Mais nous devons dire que nous avons de la chance d'avoir des clients prêts à prendre ces risques à nos côtés, car c'est toujours un risque. Et le client est toujours conscient que s'il propose quelque chose de vraiment, vraiment innovant dans son parc, cela viendra parfois avec certains problèmes spécifiques. Mais nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour faire que tout fonctionne au final. C'est juste notre besoin d'innover techniquement toujours et encore. Cela vient toujours avec certaines contreparties. Mais je pense qu'en général, il faut regarder le contexte global car quelles attractions font le plus parler d'elles? Celles qui sont innovantes, non? Et ce sont celles qui sont sous les projecteurs que vous remarquez. Les autres, plus standards. Et aussi ceux qui créent la surprise. Exactement. Oui. Et donc celles-ci seront toujours plus mises en avant sous les feux de la rampe, mais aussi toujours plus scrutées si ça ne fonctionne pas. Et ça a de l'influence aussi. Il faut comprendre que nous avons plus de 1000 installations sur toute la planète. En tenant compte de cela et la fiabilité de nos attractions, du point de vue de la disponibilité, nous sommes probablement parmi les meilleurs car nous les avons développées, améliorées et bien sûr maintenues. Mais oui, ces problèmes surviennent. Et oui, nous sommes là pour aider et nous sommes là pour effectuer les corrections et au final pour les faire fonctionner. Tout simplement, une attraction qui déclenche l'arrêt d'urgence, c'est une attraction qui marche bien sur le plan de la sécurité. C'est un bon point. Tout est censé fonctionner ainsi et tout est calculé de cette manière et vous voulez que tout s'arrête par sécurité plutôt que quelque chose n'arrive. Et c'est toujours, vous savez, vous préférez avoir des visiteurs frustrés plutôt que quelque chose ne se produise, car c'est le pire pour nous si quelque chose arrive à un visiteur sur une de nos attractions. Alors, j'ai pu visiter les Émirats Arabes Unis il y a de ça quelques mois et j'y ai découvert un des flat rides que vous proposez aussi dans votre catalogue. Donc, on va parler du Dome Theater qu'on peut retrouver à SeaWorld Abu Dhabi qui en ont donc acheté un et qui l'ont ouvert avec succès d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait qu'ils aient choisi ce modèle particulier plutôt qu'un simulateur de mouvement plus traditionnel? Et quels sont les lieux que vous définissez en tant que cible pour ce produit spécifique? Pour ce projet, le client regardait l'ensemble des offres existantes dans le domaine des simulateurs. Il y avait des flying theaters, les théâtres volants, d'autres avec des mouvements circulaires et tout cela, mais il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'innovation dans ce domaine. Un flying theater est un produit bien connu, il n'y a pas eu beaucoup de changements ces dernières années sur ce type d'attraction, pas beaucoup d'innovation. Ils ont retenu un concept qu'on leur avait présenté, qui était alors ce simulateur dans un dôme d'affichage. Et là, soudainement, ils ont compris que c'était quelque chose de nouveau et d'excitant pour les visiteurs. Nous l'appelons l'attraction la plus immersive au monde. Bien sûr, c'est ce qu'elle est. Oui, car de toute façon, vous êtes complètement immergé dans la sphère. Hein. Comment être plus immergé? J'ai une question. Quand vous avez pitché ce modèle, est-ce que l'argument du « on voit pas le plafond », c'était un vrai argument de vente pour le coup? Oui, parce que sur les Flying Theaters, pourtant c'est un type d'attraction que j'adore, mais très souvent on voit le plafond et dans certains cas on voit même le sol. Et même sur d'autres types d'attractions médias, parfois on voit ces éléments qui vous sortent de la théma et de l'immersion. Du coup, est-ce que c'était un vrai argument de vente? Faudrait demander à notre commercial au Moyen-Orient, mais je pense que c'était vraiment la stupéfaction de cette expérience incroyable. C'est quelque chose de jamais vu précédemment et voir qu'une entreprise comme la nôtre le propose et ensuite nous faire confiance, comme je l'ai dit précédemment, et dire nous sommes prêts à prendre ce risque car nous voulons quelque chose de réellement nouveau. Nous voulons avoir cela dans notre parc. Il y avait d'autres entreprises impliquées, offrant différents types d'attractions, mais ils ont choisi de venir avec nous. Je pense que l'une des choses qui a aussi joué était qu'on ne pouvait encore vivre ça nulle part à l'époque. Ils étaient les premiers et ils étaient vraiment prêts à prendre ce risque. Ouais. Personne l'a testé encore. Et je pense que le résultat est fantastique. C'est juste une superbe attraction au final. Oui, Hypersphere a l'air d'être une attraction qui est plutôt calme en soi, mais du coup, à propos des Dome Rides, quelles sont leurs capacités maximales de mouvement
par exemple ici. Et est-ce que ça peut être un peu plus intense? Ouais. Car on ne connaît pas les vraies capacités de cette attraction finalement. Car la seule possibilité de l'essayer, c'est dans le prisme de cette version qui est plutôt orientée sur l'observation de la faune et de la flore marine. Et j'imagine que ce n'est pas dans leur intention de vouloir la rendre un poil plus mouvementée. Le fait est que ce système est capable de bien plus que ce qu'il fait actuellement à SeaWorld Abu Dhabi. Et ce choix n'a pas été fait parce que nous voulions avoir une attraction plus douce, plus conviviale pour la famille. Non, le fait est que vous devez toujours garder à l'esprit que les visiteurs qui vont monter à bord pour tester cette attraction pour la première fois, avec une expérience aussi immersive, il faut impérativement avoir une synchronisation parfaite entre les mouvements de la plateforme et ce à quoi votre cerveau s'attend, sinon vous allez ressentir le mal des transports, ce qui peut arriver très rapidement avec des simulateurs et ce genre d'attraction. Tout particulièrement avec la synchronisation du média diffusé. Si votre cerveau s'attend à un type de mouvement et qu'il ne se produit pas, vous allez être malade. C'est le cas pour tous les simulateurs et évidemment aussi pour des attractions immersives comme Hypersphère où vous n'avez pas de point de repère. Donc votre cerveau ne peut pas se repérer une fois à l'intérieur car il n'y a pas de point fixe auquel se raccrocher pour se guider. Un peu comme sur un bateau, vous pouvez garder l'horizon comme repère et stabiliser votre expérience. C'est pour cela que nous avons dû vraiment atténuer de manière significative les mouvements. Je n'ai pas les chiffres précis, mais c'était notable. C'était vraiment significatif à quel point nous avons dû diminuer l'amplitude pour avoir une expérience qui soit agréable pour les visiteurs. Oui, et je pense qu'ils ont même ajouté ce compas géant au bas de la sphère afin que l'on puisse avoir un point fixe et Oui. pour mieux identifier les mouvements que nous faisons dans l'attraction. Tout à fait. Au tout début des tests de mise en service, certaines personnes effectuant ces tests sortèrent de là et disaient « c'était un peu trop intense Ah, les pauvres. » Il y a eu un gros travail de programmation, de tests et d'ajustement pour comprendre quelles limites pouvons-nous atteindre, que pouvons-nous faire. Et je pense qu'on a le même effet sur certains parcours scéniques, certains AGV, par exemple Spider-Man à Universal, l'un des plus célèbres. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mouvements ou d'accélération pour donner l'impression que vous faites quelque chose, que vous descendez des escaliers, que vous bougez. Votre cerveau fait tout cela pour vous. C'est pourquoi on limite généralement les mouvements du système mécanique et qu'on compense avec les animations visuelles. Là, vous vivrez une meilleure expérience. Si un client vient et dit qu'il veut que ce soit plus intense, nous pouvons augmenter, mais je pense que tout est dans l'expérience. Cela doit être agréable pour tout le monde, et si vous avez le mal des transports sur une attraction, vous n'aurez pas envie de la refaire. Ce n'est pas bon pour le parc non plus, et cela n'intéressera que peu de gens. Voilà la raison. Ouais. Alors à propos de ça justement, on en a parlé précédemment dans cette interview, mais vous avez dit que vous aimez bien proposer chez Intamin des solutions plus ou moins clés en main pour votre clientèle, soit en internalisant certaines productions, soit avec des partenaires assez forts, ce qui vous permet donc du coup de réduire le temps entre la signature et le début des travaux. Donc à ce propos, et concernant les attractions médias, puisqu'il n'y a pas que les Dome Rides dans votre catalogue, il y a quelques autres types d'attractions de ce style, est-ce que vous avez développé des partenariats avec des entreprises pour développer le contenu, donc les médias qui sont présentés dans ce type d'attraction ou des moteurs de visualisation Est-ce que vous avez fait ça ? Hypersphère est un bon exemple car nous avons proposé pour la première fois une expérience immersive complète de A à Z et nous avons travaillé avec une entreprise appelée Attraction, a également co-développé l'idée de l'attraction Dome là-bas. Donc ils étaient un autre partenaire. Nous ne nous ramifions pas trop du côté des panneaux LED ou de la création de contenu média, mais avec l'entreprise Attraction, nous avions un partenaire là-bas, nous avons eu l'idée et avons passé un accord de collaboration avec eux pour qu'ils fournissent tous les éléments, les affichages par panneau LED et pouvaient même produire le contenu. Mais le client a décidé de le faire par ses propres moyens. Ce sont des partenariats comme celui-ci qui permettent de fournir une solution clé en main. Oui, et du coup, dans le cadre de l'Hypersphère, du Dome Ride, oui, parce que Hypersphère, c'est un nom qui claque quand même vachement bien. Ça l'est, Donc oui. oui, dans le cadre du Dome Ride, est-ce que c'est votre partenaire Attraction, du coup, qui fournit les panneaux LED à l'échelle de toute la planète, ou bien est-ce que c'était uniquement propre à ce chantier, cette région? Non, je veux dire pour le Dôme en particulier, nous avons un accord de collaboration avec eux, donc c'est notre partenaire privilégié pour ce type d'attraction.
attraction. On allait justement aborder le sujet du Multidimension Coaster parce qu'il s'agit d'un modèle ultra versatile avec ses layouts et ses possibilités de figures. Il en est de même avec le choix des véhicules. On a les voitures larges, les wagons rotatifs ou les véhicules tout-terrain. On peut y avoir de la propulsion et même des inversions. On a l'impression que ça peut être à la fois adapté pour des expériences familiales et d'autres beaucoup plus riches en intensité. Ainsi, est-ce que ce modèle a été conçu avec l'idée en tête d'en faire une attraction multiplateforme ? Cela dépend de ce que vous considérez comme étant la première montagne russe multidimensionnelle que nous ayons construite. Mais je pense que l'une des premières définitions qui est finalement restée est de mettre des effets spéciaux sur une montagne russe, comme une portion faisant une chute libre ou un véhicule rotatif, différents types d'aiguillages ou ce genre de choses. L'un des premiers multidimensionnels que nous avons fait était 13. C'était vraiment l'un des premiers... Oui, à Alton Towers avec la plateforme qui chute. Oui, c'était l'un des premiers qui allait clairement dans cette direction. Puis est venu Gringotts où nous avons introduit pour la première fois d'autres innovations. Et c'est ainsi que cela a progressé. Donc plus nous avons diversifié nos types de véhicules, nos effets spéciaux dans les circuits, plus nous avons remarqué que c'était devenu une plateforme que nous pouvions utiliser dans beaucoup de cas différents. Et maintenant, nous avons des combinaisons de différents types de véhicules avec différents types d'éléments que nous pouvons assembler pour créer ces attractions différentes. Donc c'est une progression naturelle qui a amené à cela au final. Les clients demandaient « Pouvez-vous faire quelque chose comme ceci ou comme cela ?» et nous avions une plateforme qui pouvait y répondre. Et quelles ont été ensuite les difficultés pour conceptualiser cette attraction dans cette optique-là ? Parce que... être capable de répondre un peu à tout, mine de rien, c'est pas facile tous les jours. Hein. Tout à fait. Est-ce que les clients vous font des demandes particulières comme on souhaite un élément intense ici ou encore les visiteurs à bord du train doivent être capables de voir dans toutes les directions ou de suivre le mouvement de l'écran? Donc, oui. Comment designez-vous votre projet suite à ces exigences? Cela vient d'une collaboration très étroite avec Universal. Le fait est que nous avons acquis beaucoup de connaissances en travaillant avec eux et ces grands noms. Avec ces attractions complexes où tout était lié, toute la thématisation, l'expérience et l'histoire liée avec l'attraction, car c'est ça qui rend un multidimensionnel si spécial. C'est tellement interactif, vous pouvez changer la direction où les gens regardent et le spectacle reste parfaitement synchronisé. Donc c'est toujours une collaboration proche là-bas, y compris sur les projets futurs que nous réalisons. Cela commence très tôt. Quelle histoire veulent-ils raconter à leurs visiteurs? Notre équipe de conception dira si c'est possible et ils reviendront avec une proposition. Ok, voilà l'histoire. Nous voulons qu'il se passe ceci dans cette scène. Parfois, ils travaillent avec des tiers. Bien sûr, ils collaborent, ils leur donnent des idées sur l'intrigue et notre équipe de conception ajoutera des éléments pour appuyer cela, leur formuler des retours, des avis sur certains aspects, des conseils de réalisation. C'est une approche collaborative pour conceptualiser et arriver à un concept finalisé. Ok, alors maintenant parlons un peu d'une autre attraction immersive que vous proposez à votre catalogue, la Dynamic Motion Stage. On ne va pas demander de détails sur Danse Macabre puisque c'est cette technologie, et vu que c'est Efteling qui est maître de son planning et on respecte le temps qu'ils prennent pour communiquer les choses en temps et en heure. Dans tous les cas, c'est une attraction qu'on attend tous. Oui, moi aussi. Ouais, et puis sincèrement, ils savent teaser, hein, parce que Sans blague. c'est une sacrée campagne de communication autour de cette attraction. Là, depuis le début, on n'en peut plus. Hein. Du coup, d'où est venue l'idée de cette énorme plateforme sur laquelle se trouvent tous ces sièges, qui peuvent tourner, se repositionner, la plateforme pouvant bouger aussi? Alors tout d'abord, pour nous, c'était une combinaison de technologies avec lesquelles nous avions déjà une certaine expérience, mais il faut dire que l'idée originale a été développée avec le parc parce qu'arriver à ce concept, dans ce cas, était moins lié à des problèmes d'implémentation réels, mais plutôt à un ressenti qui était recherché par le client. Nous avions l'idée de cette attraction un peu façon manège de tasse, le style de manège de tasse classique de Disney, mais le tout combiné avec... Mais sur une drop tower. Oui, c'est ça. On a ce produit, on a celui-là, est-ce qu'on peut les combiner? Oui, est-ce qu'on peut avoir des tasses, un simulateur et une tour de chute en même temps? Exactement, mais c'est souvent comme ça que fonctionne l'innovation. Le client viendra avec des idées, des sensations qu'ils veulent injecter et procurer aux visiteurs. Ils veulent proposer cette expérience-là et nous allons réfléchir à ce que nous avons fait de similaire qu'il serait possible de combiner. Nous proposons une grande diversité d'expériences avec différentes technologies et types d'attractions, qu'on puisse assembler tout cela d'une manière qui corresponde totalement pour eux et de notre côté que cela devienne un nouveau produit pour nous.
Je pense que la combinaison de cette plateforme inclinable, ces véhicules rotatifs, avec ce mécanisme de chute, oui, ça va être une expérience folle. Oui, et puis c'est plutôt intéressant pour le marché parce que on l'a vu avec pas mal de petits parcs, plus petits parcs en France que l'on connaît, ils n'ont pas énormément de mètres carrés disponibles dans le parc. Une petite empreinte au sol. Alors oui, clairement, ça prend quand même un peu de place, bien entendu, mais beaucoup moins de place qu'un nouveau roller coaster, par exemple. Et ça peut être quelque chose de plutôt intéressant pour des petits parcs, mais pas que des petits parcs. Également, éventuellement, des expositions temporaires, voire même carrément des musées ou ce genre d'infrastructure. Oui, en France, on attend encore un petit peu un développement plus poussé d'attractions urbaines. Comme par exemple aux États-Unis, il y en a déjà un petit paquet, notamment dans des centres commerciaux qui ont besoin d'attirer du monde. Et c'est ce qu'on voit aussi pour le coup aux Émirats Arabes Unis où ils mettent des roller coasters. Tout particulièrement dans les centres de divertissement familiaux et les centres commerciaux, car ils en ont énormément. Ouais, mais ils ont toujours besoin de se démarquer les uns des autres. Mais effectivement, nous en France, voir ce type d'attraction, ce type de technologie dans par exemple des musées, ce genre de lieux, ça pourrait clairement totalement faire sens. Nous appelons cela aussi les attractions indépendantes et je pense que les attractions Dome comme Hypersphère en sont un parfait exemple. C'est une évolution des planétariums, Ouais. Exactement. Et cela fonctionne bien non seulement dans les parcs, mais aussi dans des lieux de loisirs, les zones de divertissement par exemple, les centres commerciaux et zones commerciales. Je pense que nous n'en sommes encore qu'au début. Ces centres commerciaux et ces destinations de loisirs vont avoir besoin de quelque chose pour attirer les gens parce qu'on fait beaucoup d'achats en ligne de nos jours. C'est pourquoi les États-Unis ont déjà progressé dans cette direction. Motiver les gens à venir avec certains types d'attractions là-bas, une attraction phare pour attirer, aller faire un tour de manège puis ensuite traverser le centre commercial pour faire quelques achats. Je pense que ça n'est pas encore très développé en Europe, mais que ça va le devenir à un moment car ils seront obligés d'attirer du monde. Et même en France, pour le coup, on voit de plus en plus de lieux de shopping, des centres commerciaux qui essaient de se différencier en devenant des lieux d'expérience. Exactement. Ouais, on le voit avec certains magasins qui sont aimés maintenant. Mais avoir ce type d'expérience proposée par l'opérateur de centre commercial, ça peut être un moyen de toucher les clients d'une façon un peu différente. Tout à fait. Encore une fois, les opérateurs et propriétaires de centres commerciaux cherchent à rendre leur lieu attractif pour que des marques viennent s'y installer. On le voit parfois dans certains même gros centres commerciaux français où il y a plein d'emplacements vides en réalité, plein de beaux disponibles à la location. Donc ce genre d'expérience ajoutée dans le centre, ça peut faire sens. Tout à fait, mais c'est un investissement. Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi pour cette raison que ça s'appelle une attraction, ça attire du monde. Exactement. Dans le cadre d'attractions prototypes comme Danse Macabre ou le Dome Theater, voire même les montagnes russes, comment collaborez-vous avec le client, surtout quand on a affaire à un client aussi spécial qu'Efteling, qui est très exigeant et j'imagine que ça peut représenter une certaine forme de challenge avec leur intégration minutieuse à chaque nouveau projet. Donc on se pose la question, comment ça se passe de votre côté ? Tout d'abord, nous avons une très bonne relation avec Efteling et nous sommes heureux de les compter parmi nos clients car ce type de clients comme aussi Universal et Disney pousse vraiment l'entreprise. Cela requiert beaucoup d'efforts, mais ils vous poussent à aller au-delà de vos limites et on apprend mutuellement énormément dans ce genre de collaboration. Je pense que c'est quelque chose d'important et nous sommes très heureux d'avoir des partenaires comme Efteling qui est un parc de premier plan et puis leur façon de gérer leur marketing et leur thématisation. On voit tout ça et ça paie clairement auprès de leurs visiteurs. Même si ce type de client est parfois un peu plus exigeant et axé sur la qualité car il se concentre sur les bonnes choses, il se concentre sur l'expérience et perfectionne ça comme les grands le font, vous savez, comme chez Disney et Universal. Chaque détail doit être parfait et c'est complexe parfois de travailler ensemble, mais cela en vaut la peine à la fin car quand vous visitez ces parcs, comme je viens de visiter Fantasy Springs qui vient juste d'ouvrir à Tokyo Disney Sea, c'est incroyable de A à Z, chaque détail est vraiment bien pensé. C'est effectivement un des plus beaux parcs de la planète. Tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir y aller et oui, je confirme que malgré le fait qu'on se dise qu'on a déjà visité de nombreux beaux parcs, oui, on verra bien si c'est aussi bien que tout le monde le dit. Eh bien, une fois sur place, on se prend sa claque. Oui, ça l'est. Oui, et c'est juste d'un autre niveau.
vous ne pouvez pas imaginer où ça peut aller. Donc c'est pourquoi nous sommes sincèrement très reconnaissants d'avoir des clients parfois exigeants, mais qui sont prêts à prendre des risques avec nous parce que sans cela, nous ne pourrions pas fournir les innovations que nous aimons proposer. Alors pour vous, puissantes et puissants français, il va y avoir d'autres épisodes en français qui vont suivre. On va parler plus particulièrement du Hot Racer, donc la dernière nouveauté d'Intamin qui a été implémentée d'abord à Sydney et maintenant aussi à Walibi-Rhône-Alpes en France. Eh bien, merci beaucoup d'en avoir apporté un en France parce que l'Australie, c'est quand même un peu loin, hein. C'est un vol de plus de 20 heures, donc ça m'arrange pas mal qu'il y en ait un juste à côté de Lyon. Ouais. Ouais, d'ailleurs, si ça te tente, tu peux acheter Luna Park, il me semble. Hein. Il me semble que le parc est en vente. Ouais. Bon, ensuite, ça reste trop loin dans tous les cas. Alors, parlons un peu du Hot Racer. Donc, c'est votre nouveau modèle donc de single rail coaster. Alors, c'est pas un concept nouveau en soi, puisqu'on l'a déjà vu chez la concurrence, chez RMC notamment. Mais comment est-ce que vous vous êtes démarqué vis-à-vis d'eux pour finalement arriver à proposer ce modèle Hot Racer après de Sydney, donc Luna Park à Sydney, et maintenant à Walibi-Rhône-Alpes? Comme vous l'avez dit, les montagnes russes à rail unique, les single rail coasters, ont été conceptualisées et introduites sur le marché en premier par RMC, donc ça existait déjà. Du point de vue du client, en l'occurrence ici Luna Park, ils ont pu tester ces modèles existants, eux et d'autres clients, et ont remarqué que l'enthousiasme qu'ils avaient en voyant l'attraction chutait de manière significative après être montés à bord et l'avoir essayé, pour diverses raisons. Ils sont donc venus nous rencontrer et nous ont demandé si on pouvait tenter de faire quelque chose dans ce domaine aussi, alors que nous avions cela dans notre portfolio, car c'était un concept intéressant. C'est ainsi que cela a commencé avec Luna Park, sachant qu'il s'agit aussi d'un parc plutôt limité en espace. Assez peu de surface, mais voulant offrir quelque chose de palpitant et d'innovant à ses visiteurs, alors que les montagnes russes standards laissaient moins de possibilités. Après avoir testé l'un de ces single rail coasters aux États-Unis, ils nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose dans le même esprit. Et comme toujours, nous avons utilisé notre expérience, notre technologie. Nous avons utilisé les fauteuils des montagnes russes LSM conçus initialement pour procurer une sensation de liberté sur ces plus gros modèles. On a conçu un châssis spécifique et tout ce qu'il fallait pour développer ce nouveau système. Et bien sûr, sans un lancement, ce n'est pas vraiment un Intamin, donc nous avons ajouté un système de propulsion. J'ai simplifié ici, mais c'est ainsi qu'on a démarré cette catégorie de produits et je pense que nous sommes très fiers maintenant que Mauka en incarne la nouvelle génération en tirant des leçons du premier que l'on a conçu. Il a été très bien accueilli par le public, donc nous sommes contents. Oui, c'est vrai. On est effectivement impatient de pouvoir parler à deux ingénieurs de l'entreprise, Paul Casalis et Simon Bourlet. Ça se fera dans un prochain épisode, peut-être deux, on verra en fonction de ce qu'ils ont à nous raconter sur leur projet ici. Et maintenant, nous allons faire une transition vers le futur d'Intamin, la vision que vous avez pour l'avenir. À ce propos, quelles sont les nouvelles modes émergentes que vous pouvez observer ? C'est une question assez large et plutôt difficile à répondre, je dois dire. Oui, c'est effectivement une question qui ratisse large. Oh nous, il nous reste 2-3 heures, hein, si vous voulez. 2 à 3 heures, parfait. Ne prenez pas de risque, prenez pas de risque. On a du temps. Non, j'en reviens à ce point, mais je pense qu'on n'en est encore qu'au début de ces expériences ultra immersives pour les visiteurs. Je sais que c'est un peu un mot-clé, un buzzword qu'on entend un peu partout, mais les visiteurs recherchent de plus en plus ce type de choses. Et je pense que l'on verra ça de plus en plus à l'avenir, cette immersivité complète, du début à la fin de l'attraction, et puis il y a autre chose. Un des piliers de cette industrie, ce que l'on a vu pendant la crise du Covid, c'est que les gens viennent dans les parcs pour chercher à vivre des expériences ensemble. C'est pour ça qu'on pense que les montagnes russes, les parcs d'attractions et les parcs à thème ne vont pas disparaître de sitôt, car vous ne pouvez pas vivre les mêmes sensations dans un monde totalement virtuel à l'heure actuelle, avec un casque par exemple. Et à part cela, je pense qu'une autre tendance à venir va être d'intégrer de plus en plus d'éléments de gamification, d'interactivité dans les attractions peut-être avec de la réalité augmentée ou virtuelle qui stagne plus ou moins ces derniers temps, avec certains usages qui marchent mais d'autres moins. En même temps, il y a vraiment un équilibre à trouver entre le trop d'interactivité et rien du tout, juste une attraction où le visiteur est totalement passif.
Exactement. Ouais, le problème avec les attractions interactives, c'est la surcharge cognitive, hein, le trop plein d'informations. Parce que pour un visiteur qui n'est pas nécessairement habitué, il y a les forces, les mouvements, les décors, la théma, l'histoire. Oui. Ça peut devenir un peu compliqué de suivre tout ça, mine de rien. Donc c'est un équilibre très précis et très fin à trouver. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose que nous vivons, c'est un sujet important. Comment arriver à intégrer au mieux les attractions dans ce genre d'expérience interactive avec d'autres visiteurs, peut-être même choisir votre propre expérience avec des boutons, voir différents types de parcours, tout ce genre de choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer et à faire dans ce domaine. Oui, et justement, vu qu'on parle technologie... Alors, il a une question d'honneur pour vous, là. Oui, je sais, l'instant geek... Alors oui, c'est vrai que ces dernières années, on a vu arriver à maturité pas mal de technologies qui étaient déjà en cours de développement depuis un petit bout de temps, hein, comme par exemple l'intelligence artificielle générative, ce genre de choses. Des choses que le grand public a réellement découvert ces 2-3 dernières années. Comment est-ce que vous, chez Intamin, vous tenez compte de ces technologies comme par exemple l'intelligence artificielle générative dont j'ai parlé, les objets connectés, l'IoT, l'edge computing. Comment est-ce que tout ça, toutes ces innovations externes viennent impacter un peu votre vision pour le futur de l'entreprise ? Donc, je pense que pour nous, les évolutions technologiques ont principalement impacté nos outils internes, car tous ces programmes de conception assistés par ordinateur, ces logiciels de calcul ont beaucoup évolué. On a tellement plus de possibilités qu'il y a quelques années, et évidemment tout cela est interconnecté. Je veux dire, on a tous vu les tendances pendant et après le Covid, avec le développement du télétravail, les réunions en ligne et les gens pouvant travailler depuis n'importe où, et on voit que ces technologies continuent de plus en plus à se développer. Nous constatons beaucoup de progrès dans les outils de conception qui nous aident à travailler plus efficacement, plus rapidement, mais on intègre également ces technologies dans les systèmes de maintenance des clients, nous permettant de surveiller le fonctionnement à distance, par exemple, en détectant les choses avant qu'elles ne se produisent. C'est ce que nous voyons. Mais je veux dire, la route est encore longue. Comme dans le domaine de la maintenance préventive, ce genre de choses, Ouais. Nous ne sommes encore qu'au début de cette applicabilité à notre marché. Ouais, c'est l'avantage d'avoir des capteurs connectés. Si on peut mesurer, par exemple, l'ouverture ou la fermeture de frein au niveau de la milliseconde, Exactement. on peut arriver à anticiper et prédire les pannes futures de ces systèmes. Et c'est habituellement comme ça que la technologie évolue. Au début, nous sommes capables de faire ces choses, mais à un moment donné, le coût est encore trop élevé pour intégrer, par exemple, des capteurs absolument partout pour mesurer tout un ensemble de données. Mais cela finira par baisser, comme pour tout. Vous savez, les disquettes, puis les clés USB, tout ça. C'est juste la tendance naturelle de la technologie qui arrive. Mais comme je l'ai dit, pour nous, les outils internes et tout le développement avec ces programmes, les objets connectés et même l'intelligence artificielle qui arrive, ça a un impact énorme. Oui. Et il y a aussi la catégorie des systèmes de transport. Depuis très longtemps, vous construisez et développez des monorails, des tours d'observation. Donc avec le retour en ville des systèmes de transport plus propres que ceux utilisant des moteurs à combustion pour réduire la pollution, tout particulièrement depuis quelques décennies maintenant, est-ce que vous pensez que ce marché est actuellement compatible avec vos produits et êtes-vous intéressé pour vous y développer ? Nous proposons encore constamment des systèmes de monorail aux villes. Nous répondons à des appels d'offres. On essaie de continuer dans cette voie. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons un monorail en fonctionnement à Bologne. Il raccorde l'aéroport à la ville et il fonctionne très bien. Donc ce système de monorail vient de notre industrie des parcs à thème, car dans les parcs, les visiteurs ne veulent pas marcher sur de longues distances, ne pas utiliser énormément d'espace, ne pas passer en souterrain. Nous avons donc créé un système de monorail pour eux. C'est de là que ça vient. Mais nous sommes toujours très intéressés et nous pensons que cette tendance va se poursuivre. La seule chose est bien sûr que la concurrence pour ce type de système à grande échelle est énorme. Vous avez des Alstom, des Bombardier, tous ces grands acteurs qui peuvent offrir des prix très compétitifs pour ces grands systèmes. Nous sommes plus dans une niche, nous sommes vraiment compétitifs sur un certain rayon d'action en kilomètres, mais nous suivons toujours cette tendance.
Et nous pensons toujours, comme vous l'avez dit, que les villes deviennent de plus en plus congestionnées et construire sous terre est beaucoup plus cher, les coûts de travaux augmentant très fortement pour cela. Donc les systèmes de monorail sont toujours l'une des solutions les plus viables pour ce type de transport. Oui, en tout cas, j'ai vraiment hâte du jour auquel on pourra aller au taf, non pas en métro, mais en coaster LSM. Ça pourrait être vachement mieux pour commencer les journées de travail, ouais. En maglev ou en montagne russe LSM, exactement oui. Exactement, oui. Oui, Ville de Paris, si vous écoutez, Si vous regardez, après les Jeux Olympiques, il y a Appelez-nous. peut-être un truc, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Très impatient de découvrir ça. Exactement, oui. moi aussi. Eh bien, on arrive petit à petit à la fin de cette interview pour cette fois-ci en tout cas, mais peut-être pour conclure, une dernière petite question. Comment voyez-vous évoluer Intamin dans les prochaines années en termes d'innovation, en termes de catalogue produit? Et y a-t-il des domaines ou des technologies qui vous rendent plutôt impatient pour l'avenir, vous ou l'équipe R&D, l'équipe d'ingénierie pour les prochaines années? Et est-ce que vous avez actuellement aussi des projets tenus au secret dont vous ne pouvez évidemment pas parler, mais qui vous rendent enthousiaste? Les projets sous NDA sont tels que je ne peux naturellement Oui, pas en j'imagine parler. bien, mais est-ce qu'il y en a qui Je vais vous rendent donc impatient ignorer de les cette tester? question. Je plaisante. Je redeviens sérieux maintenant. Au moins j'aurais essayé, Ouais, bah, bien tenté, je suppose. Vous verrez, il y a des projets très excitants qui vont arriver. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais je pense que l'avenir pour nous sera... Le bon côté est que nous sommes un leader du marché dans de nombreux segments de l'industrie des loisirs. Des attractions aquatiques jusqu'à toutes sortes de systèmes différents. Et combiner de plus en plus ces technologies ensemble offre encore beaucoup de potentiel. Je pense que le Flume Booster ou le Flume à lancement en sont des exemples que nous avons déjà mis en œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à combiner ces différentes technologies en ces nouveaux produits, en ces nouveaux types d'attractions. Et aussi, la montagne russe multidimensionnelle n'est encore qu'au début de ce qu'elle peut proposer. Et il y a certains projets à venir qui vont intégrer des éléments beaucoup plus sophistiqués et intéressants dans les systèmes d'attraction. Je pense que de ce point de vue, c'est un peu la perspective produit. Et du point de vue technologique, nous utilisons désormais des technologies beaucoup plus légères. La fibre de carbone, par exemple, que nous employons maintenant sur nos barres de sécurité. Réduire le poids partout où c'est possible pour diminuer l'utilisation de matériaux. Réduire les poids, réduire les matériaux et les coûts pour les clients. Et cela deviendra également de plus en plus un aspect important de durabilité. C'est une tendance que nous vivons déjà dès maintenant. Et il faut reconnaître que de nos jours, ça a aussi son importance. Et les parcs sont obligés de repenser leur façon de faire. C'est bien car nous devons faire quelque chose en tant que société vis-à-vis de l'environnement. Actuellement, nous examinons déjà quelles technologies nous pouvons utiliser pour augmenter la durabilité de nos attractions. Peut-on améliorer cela d'une manière ou d'une autre? Pouvons-nous par exemple régénérer de l'énergie? Je pense qu'il y a beaucoup de tendances qui vont aussi dans cette direction. Et aussi des recherches et développements que nous réalisons à cet égard. Et voilà, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Lucas, pour vos réponses, votre temps et puis votre accueil dans votre bureau, pour le coup. Oui, c'est vraiment un honneur d'être ici. On est vraiment ravis. C'est loin, mais on est honoré. Merci à vous deux d'être venus ici. C'était un honneur de vous recevoir et que vous ayez décoré mon bureau d'une nouvelle manière. Oui, C'est on très s'est gentil. légèrement servi dans les autres bureaux pour Exactement, amener des oui. bricoles et avoir un joli setup. Je vais peut-être garder ce décor ici après, donc c'est vraiment bien. Ah, ça vous plaît? Eh bien, embauchez-nous comme décorateur. Vous faites aussi de la décoration intérieure, n'est-ce pas? Oui, ben, je suppose que c'est ma nouvelle carrière. C'est cool. Merci beaucoup pour ce moment passé ici et content d'avoir fait cette interview avec vous. Merci. Merci beaucoup. Une fois de plus, encore merci pour votre accueil et puis on est vraiment impatients de découvrir toutes les nouveautés innovantes que vous nous promettez pour l'avenir. Super. Merci encore.